j'espère que vous allez bien. Ok, c'est bien. Donc, nous sommes très heureux ce soir de vous revoir encore pour notre formation intitulée Initiation à Python pour la data science. Après la formation de l'introduction, où nous avons parlé de la data science et une petite introduction sur la formation à faire. Et après, on a fait la formation de la base de programmation en Python et structure contrôle et package NumPy. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement de données avec Pandas. Donc, comme prérequis, nous aurons besoin de certaines notions en utilisation des types comme des listes, des dictionnaires et des packages, des objets NumPy, on peut dire. La formation, comme toujours, va se dérouler en deux temps. Il y aura une partie qui sera consacrée à la présentation et d'autres parties qui seraient consacrées à la question-réponse. Au cours de la présentation, il est conseillé que vous éteigniez vos micros. Donc, si quelqu'un a des questions au cours de la présentation, il peut les noter ou les poser dans le chat. Il y aura des gens qui vont y répondre. Donc, sans tarder, si vous êtes prêts, faites signe pour qu'on commence. Vous pouvez aller. Ok, c'est cool. Donc, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement de données avec Pandas. Comment nous allons évoluer? Tout d'abord, nous allons scinder la formation en 4 petits chapitres, on peut dire. Premier chapitre, nous allons parler de introduction à Pandas. Là, on va parler de Pandas et comment Pandas, juste les introductions. Après ça, nous allons parler de introduction aux structures de données Pandas, les types de variables qu'on peut utiliser dans Pandas, quels sont les types d'objets qu'on peut créer dans Pandas. Tout ça, là, ça se crée. Troisième, nous allons parler de chargement des données, stockage et formatage des fichiers. Étant donné que nous voulons traiter les données, il faut les charger en mémoire. Après avoir traité, il faut les stocker. Comment faire tout ça là? Nous parlerons de ça dans chapitre 3. Et chapitre 4, nous allons parler de nettoyage et préparation des données. Nettoyage et préparation, on peut dire en gros, résumé de tout quoi, comment traiter les données. Et après, on fera une conclusion. Avant de passer à l'introduction, nous allons nous poser certaines questions avant de démarrer. Ici, on veut traiter les données. La première question à se poser, quels sont les types de données qu'on va traiter et comment les traiter? Pour pouvoir répondre à cette question, nous allons revenir à la définition sur la science que nous avons donnée ici. Ici, nous avons défini la data science comme quoi? La science qui permet d'extraire les informations à partir des données brutes. Donc, si on veut faire la data, c'est qu'on veut extraire les informations des données brutes. Quoi, données brutes? Quels sont les types de données brutes qu'on peut avoir? Comment extraire les informations? Et quelles sont les informations qu'on peut extraire? Il faut avoir ça là en tête avant de se lancer dans data science. Les premiers chapitres et les deuxièmes chapitres, on peut les prendre comme les outils. Ici, nous allons utiliser outils et techniques. Donc ici, nous allons entrer un peu plus dans le data. Tout ce que on avait fait dans le premier chapitre, deuxième chapitre, on n'avait pas utilisé le data en tant que tel. Donc, c'est quoi une donnée brute? Là, on va laisser pour l'instant. Quels sont les exemples de données brutes qu'on peut avoir? Quelles sont les données qu'on peut traiter? Exemple de données brutes, on peut parler de la position de quelqu'un à un instant T. Donc, en recueillant chaque position, là, on peut constituer une donnée. Exemple, on peut dire et qu'on appelle prise de tension ou bien de température d'un patient. Ce sont des données, ça. On peut parler de dialogue entre deux personnes. Ce sont des données, des vidéos, des images. Tout ça, là, ce sont des données. Si on dit brut, c'est que ces données ne sont pas encore touchées, ne sont pas encore traitées. Donc, on va partir de ces données-là et extraire les informations. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qui s'occupe de ces données, il faut aussi comprendre pour savoir où on se situe. Parce qu'on avait dit que les data scientists, il y en a 3 étapes. Les data ingénieurs, les
et data analyst et puis les ingénieurs machine learning. Qui extrait les informations? C'est le data engineer principalement. C'est lui qui va aller chercher les données, les traiter et les stocker pour que les analystes viennent utiliser. Donc, la première partie d'extraction, ce sont les data engineers qui vont le faire. Après avoir eu les données, il faut extraire les informations. Qui va extraire les informations? C'est le data analyst. Pour extraire les informations, il va utiliser les outils mathématiques, les outils statistiques et les outils probabilités qui sont soit spécifiques, c'est-à-dire en tout, ou qui ne seront pas tellement exacts, où on va utiliser les algorithmes d'apprentissage automatique. On va programmer le programme pour lui-même donne des réponses à certains contenus qui ne sont pas prévus. Là, on parle d'apprentissage automatique. Ces algorithmes sont créés par les ingénieurs de machine learning. Donc, c'est là on peut découper les trois structures. Là, on ne va pas aller trop à l'intérieur de ça aujourd'hui, étant donné que cette formation, c'est juste une formation d'initiation. Il y aura d'autres formations où on va parler de ces trucs-là, vraiment. Donc là, et quelles sont les informations qu'on peut extraire? On peut extraire comme les prédictions, on peut prédire la probabilité on peut prédire beaucoup de choses. Toutes ces choses sont des informations. Donc, ici, traitement de données, soit que tu sois data ingénieur, tu sois data analyst ou tu sois ingénieur machine learning, tout le monde a besoin de ça. Donc, c'est vraiment important pour toute personne qui prétend faire le data science. Donc, c'est un peu ça. Et donc, si vous êtes toujours avec moi, faites des pouces. Vous êtes toujours là, on peut commencer maintenant. OK. Maintenant, introduction à Pandas. C'est quoi Pandas? Pandas est une bibliothèque open source populaire du langage de programmation Python. Ça, c'est la définition. C'est une bibliothèque open source populaire de programmation de Python. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est principalement utilisée pour la manipulation et l'analyse des données. Donc, on peut résumer en disant que Pandas, c'est un ensemble un ensemble qui est composé de fonctions permettant de manipuler et analyser les données. Point. Ça, c'est simple comme ça. Quels sont les types de variables qu'on peut utiliser dans Pandas? Il y en a plusieurs. Nous, on va utiliser les séries et les data frames. Donc, dans les chapitres à venir, on va essayer de les définir. Donc, comme une bibliothèque, avant d'utiliser, première des choses à faire, c'est de l'installer. Et on installe une bibliothèque une seule fois. Une fois que vous l'avez déjà installée, c'est bon. Donc, pour installer une bibliothèque en Python, on met la commande pip install le nom de bibliothèque. Ici, on veut utiliser Pandas, donc on fait pip install Pandas. Maintenant, si vous travaillez dans Jupyter, il se peut que Pandas soit déjà installé. Donc, vous pouvez l'utiliser sans l'installer. Dans Python seul, vous devez l'installer avant de l'utiliser. Maintenant, avant de l'utiliser, charger en mémoire. C'est comme on veut utiliser des livres d'une bibliothèque. Il faut aller avant d'utiliser ça. Ouais. Donc, le fait d'aller chez nous, étant donné que notre bibliothèque, on peut dire que c'est virtuel, on l'appelle. Pour appeler une bibliothèque, on fait import le nom de la bibliothèque et c'est bon. Quand on fait as quelque chose, ça veut dire qu'on veut utiliser maintenant la bibliothèque là sous ce nom-là. Ici, on fait import pandas as pd. Ce qui voudrait dire que quoi? Je charge pandas et je l'utilise sous le nom pd. Pourquoi on le fait? Il se pourrait que le nom de la bibliothèque est tellement long que chaque fois je ne veux pas écrire ça. Donc, on essaie de réduire ça. Je ne peux pas faire import pandas as un nom qui serait plus long que pandas, ça ne servira à rien. Parce que pour utiliser une bibliothèque, on fait le nom de la bibliothèque, point, ce qu'on veut faire, quoi. Donc là, après avoir chargé ça, comme supposons qu'on est nouveau sur Pandas, on ne sait rien de Pandas. Après avoir chargé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se demander, on avait défini Pandas comme un ensemble de fonctions. Quelles sont les fonctions qui composent Pandas? Pour le faire, on met dire Pandas, le nom de la bibliothèque. Quoi. Ici, on a chargé ça en PD, donc on fait dire PD. Je vais compiler ça.
Donc, après avoir fait dire PD ici, vous voyez, il a affiché une liste. Toutes les choses qu'il a affichées, ce sont les fonctions qui sont dans Pandas. Donc, on peut utiliser toutes ces fonctions-là dès qu'on charge Pandas. Donc, si on veut une fonction spécifique, on peut aller voir son nom ici et demander d'aide sur ça. Donc, c'est un peu ça. Premièrement, on charge la bibliothèque. Deuxième, on essaie de voir quelles sont les fonctions qui sont dedans. Au cas où on ne connaît pas toutes les fonctions ou bien on n'a pas vraiment d'idée sur la bibliothèque. Là, c'est bon. Maintenant, on a déjà fini avec l'introduction. Si on peut récapituler dans l'introduction, on a donné une définition à Pandas. On a appris à l'installer, on a appris à l'importer et on a appris à voir les fonctions qui sont contenues dans Pandas. Donc, la deuxième étape, maintenant, on va parler des introductions, structures de données de Pandas. On veut travailler avec les données. Avant de traiter les données, il faut les charger en mémoire. Quand on charge des données, il faut les stocker dans une variable. Quels sont les types de variables qu'on peut utiliser pour charger les données de Pandas? Il y en a, nous on va utiliser deux qui sont les séries et les data frames. C'est quoi une série? Une série, c'est un tableau unidimensionnel, ça veut dire qu'à une seule dimension. Exemple, on peut parler d'exemple de liste ou bien de NumPy array. La seule propriété qui est sur ça, c'est que quoi? On associe un nom à chaque élément. Comme on a le nom, on appelle ça index. Si j'ai une liste maintenant composée de 4 éléments, si je transforme ça à une série, à chaque élément, on va associer un nom. Par défaut, il associe 0, 1, 2, 3, 4. Mais toutefois, on peut pouvoir les modifier si on veut. Et c'est quoi? Un data frame, lui, c'est un dictionnaire de séries partageant tout le même index. Après, on va revoir plus clair. Donc, si on prend ça en termes de quelqu'un plus simple, une série, c'est quoi? C'est juste une colonne d'un fichier Excel et un pandas, c'est comme un fichier Excel. Après, on va revenir sur tout ça. Comment créer des séries? Pour créer une série, on appelle pandas. Pandas étant chargé comme sous PD, on fait PD.série. On dit que quoi, série, c'est quoi? C'est juste une liste et on lui donne en entrée une liste. Ici, je veux créer une série qui prend une liste d'éléments 10, 20, 15, 18. Pour afficher, je mets série 1 parce que je suis dans Colab. Si c'est que je travaille dans un fichier PY, ça n'allait rien retourner. Il fallait faire print ou bien display. Donc, si j'exécute ça, vous voyez que j'ai ma liste ici, composée de 10, 20, 15, 18. Et à chaque élément, on associe un nom. Par exemple, premier élément, on l'a associé 0. Deuxième élément, 1. Troisième élément, 2, en allant. Donc, c'est ça qui est la différence entre une série et une liste ou un array NumPy. Autre exemple, on peut créer des séries avec des chaînes de caractères. Donc ici, je crée la série composée de 4 noms. Donc quand j'exécute ça, il me donne Jean, Toto, Tata, Roi avec leur index. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut essayer de modifier les index, c'est-à-dire modifier les noms des éléments. Pour modifier les noms des éléments, on utilise la série qu'on a créée, .index, et on donne une liste pour remplacer les noms des éléments. Ici, j'ai créé une liste. Index 1 qui est égal maths, info, physique, chimie. Ça voudrait dire que quoi? Je voulais remplacer les index, les noms qui sont ici par maths, info, physique, chimie. Pour le faire, je dis sur série 1, change les index en index 1. Donc, quand je vais exécuter, vous voyez du maths, ça fait 10, info 20, physique 15, chimie 18. C'était série 1 ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut encore essayer de faire? Étant donné qu'on a une liste, on va essayer d'accéder aux éléments, c'est-à-dire voir quel élément est à cette position, comme on a manipulé maintenant. L'avantage qu'on a avec des séries, c'est qu'on peut les manipuler
comme des arrêts, c'est-à-dire on fait le nom de la série, crochet, la position pour afficher les éléments, ou comme des dictionnaires, c'est-à-dire on met série, crochet, on met la clé. Ici, la clé des séries sont des index. Donc, supposons que je veux afficher l'élément qui a la première position 10, dont la clé est 10. Comme tout dictionnaire, on met le nom de la dictionnaire, crochet, la clé. Donc, je mets série, crochet, mat. Ça voudrait dire quoi? Je vais afficher l'élément de la série dont la clé ou bien l'index est mat. Quand j'exécute, on voit 10. Ici, je voulais reprendre l'élément de la série dont la clé est physique. Quand j'exécute, c'est physique, c'est 15. Donc, on peut aussi lui demander de nous donner plusieurs éléments en même temps. Donc là, je lui dis, dans série 1, sors-moi physique, sors-moi maths. Comment on le fait? On liste les index dans un dictionnaire ou dans une liste plutôt. Donc, c'est ça, on met crochet, crochet. Donc, quand j'exécute, il me donne 15 et 10. 15, c'est physique, 10, c'est maths. Maintenant, ici, on a accédé les éléments de la série comme des dictionnaires, donc on utilise les clés. On peut aussi les accéder comme des listes. Du coup, là, on va accéder par des positions. Donc, pour avoir l'élément qui est la position 0, on met série crochet 0. L'élément qui est à la fin, on met série crochet moins 1, parce qu'il va aller à longueur moins 1. Donc, c'est un peu pour afficher tout l'élément de la série, on les manipule comme on manipule les listes exactement. Donc, il va me lister la série. Ici, je veux avoir l'élément du deuxième de la série. Ici, c'est 0. Deuxième élément de la série, troisième. C'est que le premier élément a pour index 0. Donc, deuxième élément sera pour index 1. Et troisième élément serait pour index 2. Donc, ça va me donner le deuxième élément et le troisième élément. Maintenant qu'on sait créer les séries, on sait accéder aux éléments, on sait manipuler, on sait modifier les index, on va essayer de faire quelques opérations, juste quelques. On ne va pas aller trop en détail. Il y aura une formation où on va travailler particulièrement sur des objets. Donc, on va aller. Et puis, quand on n'a pas assez de temps aussi, on va aller tout rapidement. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est quoi? Si on a une première chose qu'on peut faire, c'est de voir combien d'éléments est composé la série. La série est composée de combien d'éléments? Il y a combien d'éléments dans notre série? Pour le faire, on fait le nom de la série point shape. Shape pour dire la dimension. C'est 0 pour dire je veux le nombre de lignes. Donc, quand j'exécute, vous allez voir, il me dit que dans la série 1, j'ai 4 éléments. Et effectivement, on a 4 éléments. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous me suivez toujours. Donc, si vous faites des pouces, ok, très bien. Maintenant, là, on essaie aussi de demander quel est le minimum dans la série. Pour le faire, on fait série point min. Quand on exécute, on aura le minimum. On peut aussi essayer de demander le maximum. Donc, c'est un mathématique, quoi. Le maximum et la moyenne des éléments de la série. Donc, c'est un peu pour les séries, ça. En vrai, sur Pandas, on n'utilise pas les séries. Ce sont des qu'on utilise, mais on a besoin de séries pour utiliser des data frames. Après, je vais revenir sur tout ça clair. Donc là, on a des séries. On a maintenant des data frames. Comment créer les data frames? On peut créer des data frames de diverses manières. Il y en a assez. Moi, je vais juste utiliser deux ici. Premièrement, on avait dit un data frame, c'est un dictionnaire de séries. Et puis, on sait que c'est juste quoi? C'est une liste dont les éléments sont nommés. Donc, pour créer un élément data frame, on fait PD.dataframe. Ce qui a
est tellement important à remarquer, c'est que pour data frame, on commence par grand D et il y a aussi grand F. D majuscule date, F majuscule frame. Donc, c'est important d'être vigilant à ce niveau-là. Maintenant, on sait comment des dictionnaires. Après la C1. Pour créer un dictionnaire, on ouvre si on peut dire, on donne la clé de chaque élément et la valeur. Donc, il y a un dictionnaire composé de clé Jean qui a une liste d'éléments. Clé Jacques, élément 4 éléments, clé Jules. J'ai mis quelque chose ici, index égale index. On avait dit que et un dictionnaire, c'est un data frame, c'est un dictionnaire de série dont les index sont les mêmes. Donc, il faut associer même index aux éléments. Donc, j'ai dit, il va me prendre index 1 que j'avais créé, qui est maths, physique, chimie, et comme les index de la série là. Donc, si j'exécute ça, vous allez voir qu'il m'a créé les index ça. Maths, physique, Jacques, Marc. Donc, ça, on peut considérer comme une feuille Excel. Mais quoi nous donne la possibilité de le voir comme Excel? Juste de cliquer ici. Et voir que c'est comme une feuille Excel. Donc là, on a déjà des idées. Nous travaillons sur des données stockées dans une feuille Excel. Charger ça, travailler en Python. Quel est le type de données qu'on peut utiliser? Parce qu'un data frame particulièrement les feuilles Excel. Donc, c'est vraiment un outil important. Area data frame. Donc, c'est un peu si j'ai créé mon premier data frame. On peut encore créer des data frames en utilisant un arbre. C'est-à-dire, je vais définir une matrice, si on peut, d'une paille, et je vais lui donner directement la frame. Donc ici, une matrice qui s'appelle, je veux utiliser, j'importe NumPy pour ne chaque fois NumPy. Donc je dis est égal à point arrêt pour créer ce qu'on appelle tableau et je lui donne première colonne, il prend Julien, Diane, le nom comme ça, deuxième M, F, ça veut dire ça, ce sont les sexes. Masculin, féminin, et ce sont les âges. Non, pour utiliser des data frames, les associer chaque personne, par exemple, prendre 25. Mais on a aussi la possibilité de faire la transposition. Vous allez dans ce passé, vous faites la transposition, petit point grand T pour pouvoir transposer. Donc, je fais transpose. Donc, je dis frame, data frame, est égal P data frame. Les données que tu vas utiliser dans ça, c'est table que tu vas utiliser. Maintenant, quels sont les noms des colonnes? Pour les colonnes, pour la première, tu me mettras nom. Deuxième colonne, tu me mettras 16. Troisième colonne, tu me mettras H. Et ici, j'ai mon data frame. J'exécute ça. Là, il m'a donné nom 16H et non, il a donné 16, 16H et H. Ce que vous allez voir, ici, je n'ai plus mis index. Je n'ai plus mis index ici, là, dans le défaut. 0, 1, 2, 3, 4. Premier data frame, quand j'avais mis maths, info, physique. Donc, vous voyez un peu l'importance aussi de mettre les index pour pouvoir nommer directement ce que vous faites. Là, on vient de voir deux manières de créer le data frame. Il y en a plusieurs manières, mais on va utiliser juste les deux pour aujourd'hui. Maintenant, comme les séries, on va aussi faire certaines opérations sur le data frame. Qu'est-ce qu'on peut faire si un tableau en mémoire? Première des choses que je peux faire, c'est de voir quelle est la dimension. Pour faire la dimension, c'est toujours faire le frame.shape. Quand j'exécute ça, il me dit data s'appelle frame, il a 5 colonnes
et 3 lignes. On peut vérifier 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. 3 lignes. 1. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a 5 lignes, 3 colonnes plutôt. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 1, 2, 3 colonnes. Donc, après avoir affiché le nombre d'éléments, je peux essayer de voir maintenant quelle est l'information, quelles sont les données que j'ai. Je peux demander l'information sur les éléments de DataFrame. Est-ce que ce sont des réels, combien d'éléments, c'est quelque chose de statistique. Donc, pour le faire, je fais juste le nom de DataFrame.info et il me donne les informations sur DataFrame. Donc, il me dit il est de classe pandas.core frame DataFrame. Il y a 5 lignes qui sont numérotées de 0 à 4, dont 3 colonnes. La non-colonne, la colonne non numérique, et puis les data types, ils sont tous des objets. Objets, ça veut dire que ce sont des. Même il y a des numériques dedans, pour l'instant, comme des objets. C'est-à-dire que si je veux utiliser normalement, là ici, je ne peux pas utiliser directement entier. Il faut que je convertisse en entier ou bien en numérique avant de les utiliser. Ça donne directement l'idée sur les types de données que vous avez, quels sont les traitements que vous pouvez faire sur ces données. Donc, c'est un peu ça, c'est important. Les deux sont importants. Dimension, information. J'ai la dimension, j'ai l'information. Maintenant, je vais essayer d'utiliser un peu. Puis, supposons que je travaille sur un frame de 10 millions de données. Je ne vais pas faire 10 millions. Il faut juste que j'affiche au moins certaines lignes pour comment les données sont représentées. Pour afficher un nombre d'éléments au début, bien en on met le nom de frame.head et puis on le nombre d'éléments qu'on peut afficher. Par défaut, les gens ne mettent rien. Si vous ne mettez rien, par défaut, c'est 5. Vous pouvez mettre combien vous voulez. Donc ici, je leur dis, affiche-moi les 3 premiers éléments de ta frame. Donc il va afficher les 3 premières lignes. Donc c'est ce qu'il a affiché. Il m'a affiché les premières lignes, deuxième, Julien, et puis, ouais. Donc j'ai aussi décidé de voir les 3 dernières lignes. Pour voir les lignes, on met un point AIF et puis on suit combien on veut voir. Donc si je veux, il m'affiche la dernière ligne. Après ça, on peut essayer de faire aussi la description des data. Donc ici, juste, on peut dire un résumé. On calcule certaines choses qui sont moyennes, les types de données. Donc, pour le faire, on fait un data frame pour Scribe. Donc ici, il me dit il y a 5 éléments uniques. Le top, le premier, c'est Jules Lefebvre, c'est 1 et puis tout ça. Donc, tout ça, ce sont les descriptions. Et je ne vais pas entrer trop dans les détails là. Donc, il y aura des formations directement, qui sont particulièrement réservées pour des travaux. Donc, ici, supposons que Data ne connaît pas les noms. Je peux ici voir quels sont les bien les noms des lignes dans DataFrame pour le faire, le nom de DataFrame point, comme c'est en anglais. Donc, vous exécutez, on va vous donner une liste posée des noms de colonnes. Donc, ici, il me dit qu'il y a 3 colonnes, nom, sexe et âge. De type, c'est-à-dire des chaînes de caractères. Pour lui, voir tous comme des chaînes de caractères. On peut aussi essayer de faire, de compter, grouper les éléments par catégorie. La va, on ne s'applique pas normalement sur le data frame. Il s'applique sur les séries. Une série, c'est juste une colonne d'un data frame. Ici, je fais frame crochet. Ça veut dire que j'ai la première colonne de la série, de la data frame. Ça me dit directement que je suis sur une notion de data frame. Je dis compte, donc il compter les valeurs et les classer. Quand je fais ça comme ça, vous voyez, donc il me dit F, il y a 3 F, il y a 2 les noms, donc directement et puis les éléments par catégorie. Qu'est-ce que je peux aussi faire? Après avoir compté, je peux essayer d'afficher des barres. On ne va pas aller trop sur ça aussi parce qu'il y a une forme pour la visualisation. Donc, on
aller pour un détail aussi sur la visualisation. Donc, aussi, value count s'applique toujours sur les séries et non sur le data. Retenez ça. Donc, si j'exécute, vous allez voir que une fois affiché, on a déjà vu F, je vois directement de F, la unité de M. Là, c'est une information que quoi? Il y a beaucoup de filles que d'hommes. Donc, ce sont des informations qu'on peut tirer directement, juste au petit traitement comme ça. Donc, on va aussi apprendre à accéder aux éléments. Parce que si on a une data frame, on ne va pas une data frame, mais forcément, on sera obligé à les éléments, manipuler les éléments. Donc, si je veux accéder, les éléments, je vais accéder par les noms des colonnes. Si je veux frame crochet, ça veut dire que quoi? Je veux avoir le nom, les éléments de la colonne qui s'appelle nom. Quand j'exécute, j'aurai les éléments de la colonne qui s'appelle nom. Ici, je vais avoir quoi? Les éléments de la colonne qui s'appelle âge. Je fais notre data frame crochet âge. Et finalement, je vais vouloir avoir les éléments de la data frame directement pour les noms et pour les âges. Pareil comme on a fait pour les séries, je vais faire aussi sur les data frame. Là, j'ai ici les noms et les âges. Donc, je peux sélectionner tous les éléments de toutes les opérations que je veux sur ça. Là, on a accédé aux éléments par les noms des colonnes. On peut les accéder aussi par les index. Pour accéder par index, il y a deux manières. On peut accéder par l'action de l'index ou l'index même. Premièrement, on va accéder par la position de l'index. Là, on parle de iLoc, index localization. Donc, pour le faire, on fait le nom de data frame.iLoc crochet 1. Ça veut dire que quoi? Je veux accéder à l'élément qui est à l'index 1. Ça veut dire, si je compte, ça va être 0, 1. Ça va être le deuxième, je vais avoir, quand j'exécute, j'ai la deuxième ligne. Ça. Pareil, si je vois la dernière ligne, je fais -1. On peut le manipuler comme on manipule les séries ou bien les arrêts NumPy. La différence est qu'on ne va pas faire frame crochet 1. Ça ne marche pas. On peut essayer. Pour accéder aux premières lignes, je vais essayer de faire frame crochet 1. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas accéder aux éléments directement en donnant les positions comme on fait dans les arrêts NumPy. Soit vous accédez par le nom des colonnes, soit vous les accédez par l'index, la position de l'index. Donc, il faut forcément le iLoc ou bien le second qui va venir bientôt. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on peut aussi les accéder par la localisation. Par la localisation, ça veut dire pourquoi? Premièrement, on accède par la position. Deuxième, on insère directement, on peut dire par le nom d'index. Là, je vais essayer de faire un exemple maintenant, vous allez voir. Donc, quand je fais 0, 1, ça veut dire quoi? Je veux de 0 à 1. Je l'exécute. Il me donne la première ligne et la deuxième ligne. Je vais essayer quelque chose pour le iLoc. Prenons la première data frame qu'on avait créée. Son nom, c'est quoi? Alors, on a modifié, c'est la même chose. Donc, je vais juste réactualiser ça. C'est plutôt ça. Non, c'est data 1, c'est bon. Ici, quand on avait fait frame.iLoc 1, ça avait marché. On va faire data 1. Data 1.iLoc, crochet 1, on voit qu'est-ce qu'on aura. Vous voyez, quand on avait fait data frame.crochet loc 1, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que quoi? Il va te dire qu'il n'y a pas un index qui s'appelle 1 dans le data. Vous voyez un peu. Donc, il y a une différence entre le iLoc et le loc. Mais des fois, c'est comme si les deux font les mêmes choses. Non. Il y a un qui prend les positions des index, il y a un qui prend vraiment le nom des index.
Si vous n'avez pas des noms entiers, vous ne pouvez pas utiliser les entiers dans le lock pour accéder aux éléments qui sont dans le data. Donc après ça, c'est par expérience que vous allez maîtriser ça. Donc, mais si je fais le e-lock ici, crochet 1, ça va marcher. Donc c'est un peu ça. Et là, on s'est aux éléments de data frame. Qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi? On peut essayer de supprimer la colonne. Supposons qu'on change de data frame qui a 100 lignes, 100 colonnes plutôt. Nous, on veut juste travailler sur 3 ou bien 4. On ne va pas traîner tout. Donc, on va essayer de supprimer les colonnes. Pour supprimer la colonne, on précise, on fait d'abord le nom de data.drop. Le nom de la colonne qu'on veut supprimer, on dit A6 égale 1. Il y a deux, A6 prend deux valeurs, 0, 1. 0, ça veut dire qu'on veut supprimer sur la ligne. 1, ça veut dire qu'on veut supprimer sur la colonne. Ce qui veut dire que quoi? Dans frame, je veux supprimer la colonne H. Je veux supprimer H, qui est une colonne. C'est ça, ça veut dire. Dans frame, je veux supprimer H, qui est une colonne. Donc, quand je exécute ça, vous allez voir que j'ai toujours mon data frame, mais il n'y a plus la colonne H. Maintenant, je peux aussi vouloir supprimer une ligne. Pour supprimer une ligne, on lui donne juste sa position et on peut, c'est une ligne. Donc, c'est toujours comme ça. Frame, supprimer, drop, ça veut dire supprimer. Qu'est-ce que tu veux supprimer? 3. 3, c'est quoi? C'est une ligne. Donc, dans frame, je veux supprimer la troisième ligne. Si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a 0, 1, 2, 4 et le 3 est disparu. Ouais, donc c'est un peu ça. Donc, et on vient de finir aussi la deuxième partie. Première partie, on a parlé d'introduction à Pandas. Deuxième partie, on a parlé d'introduction au type de données qu'on peut utiliser. On a appris qu'on peut utiliser les séries et data frame. Une série, c'est juste une colonne de data frame. Et un data frame, on peut supposer qu'un data frame, c'est quoi? C'est juste une feuille Excel. Donc, ça permet c'est un tableau qui permet de faire beaucoup de choses. Vous avez vu même. Donc, si vous suivez toujours, faites des pouces pour vos questions, essayez toujours de les noter. À la fin, vous allez les poser. Donc, j'espère bien que vous comprenez des choses. Donc, et la troisième partie maintenant, face au chargement des données. Le but, c'est de traiter les données. On ne peut pas traiter les données sans les charger. Charger les données, ça veut dire quoi? Importer les données dans notre environnement, dans notre espace de travail. Stockage. Après avoir traité, par exemple, comme le data engineer, lui va prendre les données brutes, charger, les transformer et les sauvegarder, conserver pour le data analyst de venir faire les analyses. Donc, après, il faut avoir des moyens pour charger. On sait dans quoi charger. On sait que pour charger, on va charger dans les data frames. Dans quoi stocker et qu'est-ce qu'on peut charger. Donc ici, Pandas nous donne la possibilité de charger les données de plusieurs types. Il y en a assez, je ne peux pas citer tout, j'ai cité juste certains. Donc on peut charger les feuilles Excel de format CSV. Pour les charger, qu'est-ce qu'on fait? On met juste PD, si on a chargé Pandas sous le nom PD, point read, qui veut dire lire. On peut prendre ça ici comme charger. Qu'est-ce que tu veux charger? CSV. Si on veut charger les fichiers ISLS et ISLSIS, ça c'est à partir de 2000 Windows Office 2007, je crois. Ça c'est des Office antérieurs. On fait read-sl, lancer des requêtes de base de données. Donc on veut connecter directement notre programme au bas du système de gestion de données. MySQL, SQL, Postgre, tous les systèmes que vous avez, vous pouvez les connecter directement à votre programme Python et travailler. Donc, vous ne serez plus obligé de lancer des requêtes, tout ça. Donc, vous pouvez, si tu maîtrises Python, c'est que tu maîtrises, tu peux faire tous ces trucs-là, quoi. Pour les charger, on fait read SQL. On peut charger les fichiers JavaScript. On fait read JSON. On peut charger les pages XLM et les pages HTML. Il y a beaucoup de choses. Vous, la question que vous allez poser, c'est quoi? Première question. Puis-je charger ce fichier en Pandas? Si oui, comment? Les deux questions, vous posez ça sur l'Internet, même dans
Et après, je vais vous montrer ça à la fin. Même dans votre qu'on appelle collab, vous pouvez poser les questions et puis avoir les résultats. Donc, il y a même qui vous génère des réponses en même temps. Là, on dit pour charger, on fait read le nom du type pour maintenant sauvegarder ou bien stocker. Au lieu de on remplace juste le read par tout. Ça veut dire envoie. Comment le faire? On va arriver. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, allons faire un peu d'application. Premièrement, nous allons charger un fichier CSV dans un data frame. Charger un fichier. D'abord, la première question à se poser, c'est où trouver les fichiers? Donc, si on veut travailler sur les données, il faut avoir les données. On ne va pas toutefois générer les données. Donc, on avait déjà dit qu'ils trouvent les données, ce sont les data engineers. Mais pour nos trains, c'est-à-dire nos trucs qu'on va faire ici, il y a des sites qui proposent des données gratuites dans votre fichier de, si je pense qu'on va mettre certains sites. Donc, je peux donner certains. Par exemple, vous pouvez aller sur Kaggle. Kaggle, il y a beaucoup de données là-bas que vous pouvez charger de format CSV, JSON, Excel pour pouvoir faire vos entraînements. Vous pouvez aller aussi sur GitHub. Il y en a aussi assez de sites. Maintenant, pour charger les données, vous pouvez télécharger ces données sur votre espace local et les charger, soit directement charger les données en mettant les liens des fichiers. Ici, je veux charger le fichier qui s'appelle train.csv. Je ne l'ai pas téléchargé sur ma machine. Donc, je lui ai donné l'accès direct. Donc, il va aller se connecter sur la page là et me télécharger le fichier là. Pour charger, on avait dit quoi? Il faut qu'il charge ça dans data.csv. Donc, dans le fichier data.csv, il va charger Kaggle GitHub, oui, c'est ça. Dans le fichier CSV, il va charger le pd.read CSV. Ça veut dire que c'est un CSV, je veux lire. Et je lui donne ça. Vous voyez? Donc, et après, je lui dis display. Display, ça veut dire quoi? Lire. Je peux display ou bien print. Qu'est-ce qu'il va display? Il prend le data CSV.read5. On a déjà tout dit. Donc, ça veut dire qu'il va afficher les 5 premiers éléments de notre data. Très bien. Maintenant, il y a deux choses. J'ai mis try except. Ça, on n'a pas parlé de ça. Normalement, ce sont des structures de contrôle. Ça permet de ne pas casser le code. Ça veut dire même s'il y a erreur, le code ne va pas s'arrêter. Il récupère l'erreur. Mais c'est très dangereux de les utiliser si vous ne les maîtrisez pas. Parce qu'il y a plusieurs types d'erreurs qu'on peut récupérer. Si vous ne savez pas les types d'erreurs, si vous faites except, il va récupérer toutes les erreurs. Donc, il peut vous traduire votre code en erreur. Donc, il faut d'abord les maîtriser avant de l'utiliser. Pourquoi je l'ai utilisé ici? Supposons que la page là, le gars l'a modifiée, ou bien j'ai pas de connexion. Donc, si dans ces cas-là, comme ça ne va pas marcher. Mais si ça n'a pas marché, moi, je veux quelque chose qui ne va pas casser. Donc, je lui dis, essaie de faire tout ça là. Mais si ça ne marche pas, il faut m'afficher le fichier non trouvé. Là, je sais directement que je n'ai pas trouvé le fichier chargé. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Donc, je vais essayer de charger les données là. Donc, je charge Titanic. On a dit Titanic, train, c'est quoi? C'est juste le data frame du bateau Titanic qui s'est coulé. Donc, ça veut dire, non, on va, et les personnes qui sont dans le bateau, leur sexe, leur âge, ceux qui ont survécu, et non, leur ticket, tout ça. Donc, on peut faire des entraînements sur les données là pour voir qu'est-ce qui a causé, qui sont les gens qui sont plus vulnérables et beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. Vous allez beaucoup faire des trucs là comme ça. Charger les fichiers. Data frame, c'est toujours chargé. D'abord, chercher, charger. OK. Pour les entraînements, il n'y a pas de souci, il y en a assez. Mais pour travailler sur les projets réels, c'est là où vous devez chercher les data parce que les data coûtent cher. Maintenant, j'ai chargé un fichier CSV. On va apprendre aussi à charger les fichiers ISL. C'est toujours comme ça. Le nom pd.read, on met ça dans un data frame. On peut afficher les 5 pouvoirs. Sinon, maintenant, ici, vous avez vu que j'ai plus mis de lien. Ça veut dire que j'ai supposé que ça, là, c'est sur ma machine locale. Étant donné que je travaille sur Colab, ma machine locale, c'est le Colab même. C'est mon environnement Colab et non mon ordinateur. Donc, si je mets quelque chose ici, c'est pas parce que ça est dans mon disque dur que ça ne va pas marcher. Ici, je ne l'ai pas importé ce fichier-là dans mon Colab. Donc, je vais
Exécutez ça, vous allez voir. Il m'a dit fichier non trouvé. Pourquoi? Comme je lui ai dit ici, ça voudrait dire que ça va rester dans mon espace local. Or, quand j'ouvre dans de l'espace local, il ne voit aucun fichier qui s'appelle try.is, donc erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez aller importer les fichiers directement de votre disque dur vers votre espace local de Colab. Comment le faire? Vous cliquez sur Import. Vous allez à l'emplacement. C'est plutôt là où je l'ai laissé, mais je pense qu'on va le retrouver très vite. On va le retrouver très vite, je crois bien. Ok, je pense que c'est lui ça. Et je dis charge ça dans mon espace. Ok, il faut charger. Et c'est bon. Ça. Et je réexécute. Maintenant, ça a marché. J'ai plus d'erreur. Mais je n'ai aussi pas d'affichage. Mais pourtant, ça là devrait m'afficher. Pourquoi ça n'a pas affiché quelque chose? On avait dit ça. C'est parce qu'on était dans Colab qu'on mettait les choses comme ça sans mettre print ou display, on a d'affichage. Mais il y a des conditions. Avant d'avoir d'affichage, il faut que ça soit la dernière position. Si ce n'est pas la dernière position, vous n'aurez rien. Donc, si vous voulez afficher les choses qui sont à l'intérieur de vos programmes, ayez l'habitude de mettre soit print, soit display. Display, print, ils font la même chose. Mais display permet de formater ça, formater les tableaux plus que print. Donc, je dis, il faut m'afficher ça, je l'exécute. Et voilà, maintenant j'ai mon retour. Donc, ce sont des retraits, quelque chose comme ça. Voilà. On peut aussi charger les fichiers, juste on ne va pas aller trop en détail sur les deux. Donc, c'est toujours le même truc. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va essayer de sauvegarder. On dit pour sauvegarder, on prend le data frame qu'on a, on fait point tout, on met dans quel format on veut sauvegarder ça. Ça, je vais dans Excel, dans data, point tout, SL. Et le nom, je veux le mettre dans le fichier qui s'appelle titanic.isls. Il va le sauvegarder dans, comme je ne l'ai pas précisé de l'emplacement, il le met directement dans mon espace mémoire. Si vous voyez ici, je n'ai pas quelque chose qui s'appelle titanic.isls. Je vais exécuter ça. C'est bon, vous voyez directement qu'il a créé un fichier qui s'appelle titanic.isls. Donc, j'ai déjà un fichier que je peux utiliser. Vous voyez, je pars d'un fichier CSV, j'arrive à avoir un fichier isls. Donc, ça permet aussi de faire la conversion des fichiers, on peut dire. Donc, on peut dire que la partie 3 aussi est terminée. On a parlé d'introduction à Pandas. On sait maintenant quoi faire avec Pandas. On sait quels sont les types de variables qu'on peut utiliser. On sait manipuler ces types de variables-là. Et maintenant, on va sauvegarder, charger les données. Quoi faire? On ne va pas charger les données, les sauvegarder et puis partir. Maintenant, il faut les traiter. Premier traitement qu'on peut faire, c'est de les nettoyer, faire des corrections, voir s'il n'y a pas de données manquantes, il n'y a pas des choses qui vont influencer sur nos qu'on veut avoir. Si oui, on essaie de les arranger. Comment les arranger? On les arrange par rapport à notre préférence, ce qu'on veut avoir. Donc, c'est important d'avoir toutes les idées claires avant de commencer par faire le nettoyage. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait comme ça qu'on le fait comme ça. Non. Le nettoyage dépend de vos données et de ce que vous voulez tirer comme information de vos données. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons parler un peu des nettoyages des données. On va commencer maintenant on va travailler sur le fichier Titanic qu'on vient de sauvegarder. Le fichier que nous-mêmes, nous venons de créer. Et excusez-moi pour aujourd'hui, nous serons un peu en retard par rapport à l'heure. Donc, on va prendre au moins 10 minutes de retard pour mieux expliquer. Si vous êtes d'accord, vous pouvez faire des pouces pour prendre 10 minutes de retard parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à donner et mais le temps nous va nous faire défaut. Donc, si vous êtes d'accord, là, on peut continuer. Donc, je vois qu'il y a déjà plus de vingtaine de personnes qui sont d'accord. Là, ça veut dire que c'est OK. Donc, on peut aller jusqu'à 23 heures. Je suppose que c'est oui. OK. Là, on continue. Donc, c'est très bien. Donc, tout ça, le but de cette formation, c'est de vous faire découvrir ces choses. Ce n'est pas de garder ça maintenant. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Si on veut ça, on veut ça. Donc, après, il y aura des formations qui seront dédiées à l'utilisation vraiment de ces choses. Des formations qui vont venir très bientôt. Là, on va afin quelqu'un peut avoir, on peut avoir quelque chose utilisable sur la main. C'est important de maîtriser les bases
pour pouvoir mieux avancer. Maintenant, on veut les données. On sait que les données qu'on veut. Ici, on a pris par condition comme le fichier Titanic qu'on vient de créer. Donc, pour faire, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Étant donné qu'on traverse les données là en mémoire. Pour voir qu'est-ce qu'on fait, on charge les données. Comment la charger? On fait, dans quoi on la charge? Dans data frame. Donc, on crée, on dit data, c'est le type data frame. Il y a quoi? PD. Qu'est-ce que tu vas read? Un fichier S7. Donc, c'est ça, je dis read un fichier S7. Il ne dit rien. Je l'ai dit de faire quelque chose. Donc, il a fait son tâche. Première des choses que je peux faire, c'est quoi? Voir la dimension de data comme on a appris. On veut faire. Il me dit qu'il y a 891 lignes et 13 colonnes. C'est bien. Permets-moi de voir au moins les 5 premières lignes de data. Je veux voir qu'il est composé de quoi. Ok, on fait data.head 5. Je charge. Et il m'affiche les 5 premières lignes. Le fichier là, c'est nous-mêmes qui l'avons sauvegardé. C'est ici, c'est le fichier Excel là qu'on avait sauvegardé. C'est le fichier, oui, c'est ça, c'est celui-là qu'on avait sauvegardé. Première remarque, je ne sais pas si vous avez fait ça avec moi, vous avez vu ça avec moi. Il a ajouté une colonne ici qui s'appelle en emmet, ça veut dire que 100. Mais on n'a pas donné de colonne. Où il a Qu'est-ce qu'il fait quand on essaie de sauvegarder ici? Revenons ici. Quand il sauvegarde le fichier, on avait dit DataFrame, il donne un nom à objet. Il sauvegarde les objets et leur nom. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a ajouté la colonne là. Donc, on va lui dire, sauvegarde juste les données, ne t'occupe pas de l'index. Pour le faire, on va juste ajouter une paramètre ici. On mettra index égale non. Ça veut dire, n'ajoute pas les index au niveau du sauvegarde. Je sauvegarde. Je vais revenir au fichier. Je donne le chiffre maintenant me dit à 12 000. C'est un peu parfait. Je le dis de 5 premières lignes. Et voilà. Donc, ce que vous pouvez retenir de quoi? Il peut arriver des cas où vous allez vous regarder et les datas. Dans ce cas, vous ne recevez rien sur index. Si vous ne voulez pas sauvegarder les index, précisez toujours virgule index égale non pour dire vous ne voulez pas. Il pourrait que vous ne voulez pas aussi l'entendre dire comment on appelle header pour dire égale non. Je pourrais afficher aussi ça en tête. Tout ça, ça se... Donc on va aller en détail après. Donc on vient de voir les 5 premières lignes de notre data. Maintenant, on essaie de faire quoi? Les informations, comme on avait dit. La data est composée de quoi? Combien de lignes? Quels sont les types des objets qu'on a? Tout ça, pour le faire, on fait data.m. Je pense qu'on est en train de réfléchir là-dessus, donc les gens, tout le monde imagine, comme on n'est pas en interaction. S'il y a des choses comme ça, vous pouvez dire même info, shape. Donc ça. Donc ici, il me dit que quoi? 891 lignes. Les noms des colonnes, il m'a listé tout ça. Donc, comme moi, je vais traiter les données, je peux analyser directement ici. Voyons voir ici, il me dit le nombre. Il y a 814, 891. Ici, je vois 714. Ce qui est, si je me dis qu'il y a 714 données non nulles, hors mode data à 891 lignes, c'est qu'il y a certaines lignes ici qui sont nulles. Je ne peux pas donner nulles. Le premier traitement des données qu'on fait ça. Traitement des valeurs manquantes. Quand vous prenez des data, la première des choses que vous allez faire, c'est de les traiter. Il y a une manière de les traiter. On va aborder 3 ici. Il y en a beaucoup. Première chose que je peux faire, je peux décider. Les gens qui ont jusqu'à 204. Moi, je ne veux pas prendre de risque. Les lignes où moi je vois valeur manquante là, je suis prêt. Ça dépend. Supposons que les données sont vraiment très sensibles. Par exemple, les données des patients pour voir s'il a cancer ou pas.
Tu veux pas supposer les données pour dire à quelqu'un qui n'a pas cancer, qui a cancer. Voilà, là, vous pouvez traiter, même si vous avez des erreurs, vous traitez, soit vous supprimez, soit vous prenez des p-values, et après, tout ça, vous devez montrer à votre décideur. Vous n'allez jamais décider de ces trucs-là. Vous dites, j'ai ça, je veux faire ça, ça. Est-ce que vous me donnez l'accord? Si tu as tout fait, tu supprimes. Le patient dit, quand le docteur va dire que tu as ça, et après on a vu que c'est pas ça. Le docteur va dire, c'est le docteur scientifique qui m'a dit que c'est ça. Donc c'est toi qui es le coupable, vous voyez. Tout bêtement ici, on a supposé qu'on supprime toutes les lignes. Pour supprimer les lignes, ici normalement on met le nom de la ligne et puis on met à 6.0. Ici, comme on peut supprimer toutes les lignes contenant les valeurs manquantes, on dit drop. Est-ce que tu veux supprimer NA? Ça veut dire quoi, valeur? Ou tu veux supprimer à 6.0. À 6.0, ça veut dire. Et si j'exécute, ça marche. Il me dit rien. Je veux revoir la dimension de mon data. Il me dit 183 lignes. Moi, j'ai parlé. Je suis parti d'un data de Eden, bonsoir. 800. Je te donne 891 lignes. Tu reviens pour me dire que tu as travaillé juste pour 180. Et les autres lignes, il faut avec ça. On a perdu assez de données en traitant les données comme ça. Donc, c'est là, ça dépend. Si les données sont vraiment sensibles. Et la personne qui vous a donné ça vous dit, vous ne devrez rien, vous pouvez travailler comme ça. Mais en réalité, on peut modifier les traitements. Donc ça, en tout cas, ça ne nous avantage pas, on a perdu trop de données. Et on n'a pas assez. Supposons que j'ai 10 milliards de données, je supprime 800, ça ne fait pas vraiment grand-chose, on peut dire. Dans le premier traitement, on supprime toutes les contenant des valeurs manquantes. Je vois les infos. Si on voit qu'il n'y a plus de valeurs manquantes parce qu'ils ont tous 183 lignes et puis on me dit qu'il y a 183 lignes. Deuxième traitement, je vais aller pas à pas. Je savais qu'il y a des valeurs manquantes sur certaines lignes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir quelles sont les colonnes qui contiennent des valeurs manquantes sur leur ligne. Première étape. Est-ce que les colonnes là, je peux les garder ou pas? Si je peux les garder, je le garde. Si je ne peux pas les garder, je le fais. Quand je vais effacer la colonne, ça va diminuer les valeurs manquantes dans mon data. Pour voir les colonnes contenant des valeurs manquantes, nous faisons le point columns pour dire les colonnes crochet, data is. Déjà, j'ai si je trouve au moins une valeur manquante sur la colonne, il y a aussi pour dire si toute la colonne contient que des valeurs manquantes, là je. Donc il y a le any pour dire au moins, pour dire tout. Donc ici, moi, je suis prendre juste les au moins là. Je charge. Et j'essaie de voir la liste des colonnes contenant, il me dit H contient des valeurs manquantes, K contient des valeurs manquantes, en bas contient des valeurs manquantes. Là, je vais me poser la question. Est-ce que A va agir sur l'information que je veux avoir? Parce qu'on sait que data c'est d'extraire les informations des données brutes. Si oui, il est vraiment très pertinent, je le garde. Au cas contraire, s'il n'est pas pertinent, je peux l'enlever. Moi, je veux juste voir quels sont les gens qui sont plus capables dans le Titanic. Je vois que je peux essayer de voir là, je peux compter. Vraiment, je ne vois pas embarquement, je peux le laisser. Donc, moi, j'ai supposé j'ai décidé de, je n'ai rien décidé pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire? Quand même, j'avais déjà décidé, mais on va laisser. Je vais essayer de voir sur ces 3 colonnes qui contiennent quelles il faut d'abord traiter avant de prendre des décisions quand même. J'avais pris ça trop précoce. Donc, je cherche for colonne in columns. Ça, c'est des boucles de suivi de contrôle. Pour colonne, dans la colonne là, ça veut dire qu'il va parcourir tous les éléments dans colonne vide. Affiche-moi le nom de la colonne. Après l'avoir affiché, va m'afficher les 5 premiers éléments de cette colonne, c'est ça. Pour colonne, ou bien pour colonne dans la liste des colonnes, affiche le nom de la colonne, affiche 5 premiers éléments dans de la colonne. Je fais ça.
Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit âge. 5 premiers éléments de âge, il y a 22 ans, 38 ans, 26 ans, 35 ans. Cabin, il y a directement NA 385. Donc, vous voyez même que Cabin, là, on ne sait pas ce que ça c'est, et puis on n'a pas vraiment besoin de ça. Embarquement, il y a juste deux sortes SC. C'est pas ça que je veux prédire. On peut dire le but, c'est de prédire si la personne va survivre ou pas par rapport à son âge, par rapport à tout ça, quoi. Donc, on peut décider de supprimer cabin et embarque. Les deux sont des lignes, sont des colonnes plutôt. Comment on peut supprimer cabin? Là, je vais laisser la main à quelqu'un de répondre. Quelqu'un répond si vous voulez. Quelqu'un peut répondre. Comment on peut supprimer cabin? Cabin, c'est une colonne dans DataFrame. On veut le supprimer. Le nom de DataFrame, c'est data. Comment on peut le supprimer? Il y a quelqu'un qui veut parler? Ok. Il n'y a personne? On n'a pas reçu. Moi, je vais y aller. Vous êtes là quand même? On a prévu au niveau de notre département parce que bon, est-ce que moi j'avais. Allô? Vous êtes là? Oui, je dis cabin, c'est une colonne. On veut supprimer cabin. Notre data, c'est data. Pour supprimer, qu'est-ce qu'on met? Le nom de data? Non, on va aller rapidement. Le nom de data drop pour dire je veux supprimer. Remove, c'est trop fort. On va toujours, on n'a pas, remove peut marcher, mais on ne va pas tester. On a utilisé drop, donc on va toujours commencer avec drop. Remove peut marcher, mais on ne va pas tester quoi. Donc après, on va revenir. On va toujours garder ce qu'on a appris ici. On a dit point drop. Qu'est-ce qu'on veut supprimer? Cabin et embarque. Ou sur la liste, sur l'as des colonnes. Donc on met A6 égale à 1. Donc j'exécute. Et après avoir supprimé les deux colonnes, maintenant, je vais essayer de garder H et supprimer les lignes contenant des valeurs manquantes. Quand j'affiche ça, je vais afficher maintenant la dimension. Mon second data, après traitement, je reviens avec 714 éléments. J'ai gagné plus que 100 et quelques. Je pars de 100 à 700. Donc ça, c'est un cas. Je peux voir les informations. Il n'y a plus de valeurs manquantes. Troisième traitement, c'est que je dis, il n'y a pas assez de données. Je ne veux pas risquer de perdre au moins une seule ligne. Donc, même s'il y a des valeurs manquantes quelque part là, moins remplacer. Pas chose. On peut le remplacer, on peut remplacer par la moindre valeur la plus proche, par zéro, pas tout ce qu'on veut. Mais j'ai décidé que cabin et embarque, eux, ne sont pas importants. Donc, première des choses, c'est que je supprime cabin et embarque. Maintenant, je veux remplacer tous les âges qui sont des valeurs par la moyenne des âges. Pour remplacer, on dit fil na. Pour remplacer, qu'est-ce que je veux remplacer? Ce donc, on dit fil na. Fil na data 3. Donc, où il y aura des valeurs manquantes dans le data 3, il va remplacer par la moyenne. Donc, je suis en train de le dire. Je le dis dans toute ma fiche. Si vous voyez 811, ce n'est plus du tout de données. Je pars avec 880, je garde toujours 880. J'affiche l'information et je fais tous les 891 maintenant non nul. Donc, c'est un peu tout pour la présentation d'aujourd'hui. On dit que merci pour votre attention. Mais il y aura des autres formations où on va aller en détail, on va prendre les données brutes du début jusqu'à la fin. On fera tous les traitements ici, on a juste travaillé sur les valeurs manquantes. J'espère que cette formation vous a plu. Donc, comme on n'a pas de temps, on va aller rapidement aux parties questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main et poser des questions. Donc, merci une fois encore pour votre attention. On va aller rapidement. Les questions, vous pouvez lever la main. Des questions. Ok, je ne vois pas. Et Roméo, vous posez votre question. Ok, bonsoir à tous. Donc moi, j'ai principalement deux questions. La première, c'est par rapport aux séries. Parce qu'à un niveau donné, on a à calculer le minimum, le maximum. Je voudrais savoir, est-ce que si on crée une série avec des éléments de nature différente, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, dans ce cas-là, comment
Si on lance le minimum, le maximum, comment ça va se passer? Ok, merci pour votre question. Vous pouvez... Et si il y a une série où je mets Kofi 22, 5 de manière et qu'on appelle théorique. Est-ce que je peux calculer la moyenne, le minimum de ça? Non. Quand la condition, c'est qu'ils doivent être tous de même type. S'ils sont des chaînes de caractères, on calcule le minimum, mais pour calculer le ABC, le minimum ABC, c'est A. Donc, si on a des données, on ne peut pas calculer la moyenne. Mais les séries, le but ici de les utiliser comme quoi? Comme des colonnes, un fichier Excel, on peut dire. Par défaut, on peut dire tous l'attribut de même type. C'est pour ça, si vous voyez, ils mettent objet, quoi. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. S'ils ont des valeurs différentes, ce ne serait pas possible. Ça dépend. Si j'ai des entiers et des réels, je peux le faire. Mais si j'ai des strings, des réels, ça dépend. S'ils considèrent les réels là comme des nombres ou s'ils les considèrent comme des STR parce qu'on sait 1 peut être entier, 1 peut être chien de caractère. S'ils considèrent le 1 là comme chien de caractère, il va calculer, il peut faire le minimum. C'est possible aussi par le code ASCII. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça que je te donne comme réponse. Est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. Pour cette question, j'ai eu Pour la satisfaction. deuxième question. Mais Pour la maintenant, en deuxième fait, question. la deuxième question, c'est par rapport au data frame. Enfin, quand on Ok. voulait créer le data frame, on a d'abord créé Oui. le 1 à 1, dans lequel on a Oui. les lignes qu'on sort. Maintenant, Oui. après, quand on voulait créer le data frame, on a mis colonne égale. Maintenant, sur la première, je veux dire, enfin, les Oui. indices sur la ligne, on n'a pas spécifié les indices sur les lignes. Il y avait juste 0, 1, 2. Je voulais savoir comment spécifier sur les lignes. Par exemple, peut-être qu'il y a des identifiants pour chaque personne. Comment est spécifié à la place de 0, 1, 2, 3, 4, 5 euh, des, des identifiants en fait? Merci pour la question. C'est pour ça que j'ai créé deux types de data frames. Pour le premier, Oui. on avait créé un dictionnaire. Et pour spécifier les indices, ici, on avait mis index égale une liste. La liste, là, on avait créé depuis, c'est une liste qui contient ma info chimie. Là, vous voyez, si quand on avait exécuté ça, on n'avait pas les indices 0, 1, 2, 3, mais on a directement les indices qui sont liés directement aux lignes. Ça veut dire que pour spécifier l'indice, il faut mettre, si tu es au niveau de construction du data frame, tu mets le champ index et la liste des indices. Soit si tu as déjà créé le data frame, tu veux modifier les indices, tu fais le data, le nom de data index égal, tu lui donnes la liste des indices. Si tu ne fais rien, il faut y prendre 0, 1, 2, 3, les noms des indices. Est-ce que j'ai répondu? Oui, mais pourquoi je posais la question? Parce qu'à un niveau donné, je crois qu'on a utilisé les noms des, enfin, les noms des colonnes à consorts. On a fait ça comme des index. Non, ce ne sont pas des index. Il y a des index et des colonnes. Colonne ici, Ah, par exemple ici, colonne, c'est je vais donner les noms des colonnes. Les noms des colonnes ici, Jean, Jacques, ce sont les noms des colonnes. Maths, info, physique, chimie, ce sont les index. Il y a différence entre index et colonne. On utilise les index pour faire des choses, on utilise les colonnes aussi. Il faut savoir qu'est-ce que tu... Les deux n'utilisent pas de la même manière. d'accord. Donc, il y a Ah, colonne pour dire le nom des colonnes, quoi, comme Jean, Jacques. Il y a index pour dire la ligne. Vous ok. voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Oui, je vois. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est bon à mon niveau.